Les recettes de Noël, ça continue en cette semaine festive. Pour tous les gens qui fêtent Noël et pour les gens qui ne fêtent pas Noël, nous vous souhaitons bien sûr de très bonnes fêtes de fin d'année. Et à la Pas du Team, nous avons envie de vous faire manger et de vous faire bien manger. Nous avons envie de vous régaler. Et donc, nous allons continuer cette semaine de Noël car aujourd'hui, c'est Chris qui va me présenter sa recette. Salut Chris, j'ai trop hâte de savoir ce que tu vas nous cuisiner pour les fêtes de fin d'année. On m'a dit, il faut que tu fasses une recette pour Zoé. Donc, je me suis dit, il faut quand même, voilà, c'est Zoé, elle mange pas n'importe quoi, c'est un médecin, elle a des habitudes de produits un peu haut de gamme. Donc, je suis allé chercher un chapon, ça coûte très cher. La caractéristique du chapon, c'est que c'est un poulet castré. Donc, je me suis dit, voilà, un chapon, quelque chose qui en fait trop, qui se croit beau, mais en même temps qui est castré et qui enfle un peu, qui ça peut être, attention, je te le donne en mille. Eh ben, ma recette, c'est Julien Rochdy. Pour toi. Quel banger! Et donc, il est... Tu sais que c'est un de mes droitards préférés. Mais bien sûr, je savais que c'était une valeur sûre. Il est accompagné, ce chapon Rochdy, de tout un tas de bonnes idées en garniture parce que il se met dans la peau d'un dictateur et il nous dit qu'est-ce qu'il ferait en assez peu de temps, en 20 minutes, aux capsules de 20 minutes, qu'est-ce qu'il ferait s'il était dictateur? Donc voilà, moi je me suis dit, si ça c'est pas un menu de fête, si j'avais fait une commande, comme on dit, à Julien Rochdy pour le chapon de Noël, je pense que ça aurait été ça. J'espère que tu salives d'avance de cette recette. Je suis trop contente. Alors pour ceux qui nous connaissent, vous savez qu'on a un format pailleton droitard. Alors ça va revenir les pailletons droitards les amis à un moment, mais nous avons des difficultés d'organisation de temps actuellement entre Padu et moi. D'ailleurs je rappelle que Padu et moi nous ne sommes pas fâchés. C'est juste que ils ne peuvent plus se voir en peinture. On s'aime toujours beaucoup, mais par contre, on a actuellement des organisations de travail qui font que c'est compliqué de pouvoir tourner en même temps, mais ça va revenir les amis, ne vous inquiétez pas. Et sachez, pour ceux qui n'étaient pas là à l'époque des pailletons droitards qui vont revenir, déjà vous avez une playlist, vous pouvez aller vous régaler avec tous les pailletons droitards que nous avons fait, mais sachez qu'une de mes passions dans la vie, c'est les droitards d'internet. Vraiment, j'aime vraiment beaucoup ça. Et donc là, écoute, l'idée qu'on va se faire Rochdy et on va le fourrer au mori là, ça va être incroyable. Et surtout que moi je découvre le droitard grâce à Zoé et Padu, et moi j'ai appris que Rochdy c'était vraiment l'appellation d'origine contrôlée droitard, c'est vraiment le référentiel, là où c'est le label rouge, enfin le label peut-être bleu plutôt. Donc on est allé chercher du droitard de qualité. Ça c'est du chapon élevé au grain, en plein air, qui gigote dans la boue et tout là, c'est sûr. De l'Ardèche, voilà. Donc il y a une très longue intro de droitard. Je vais pas la mettre parce que c'est pour vendre des trucs. Ah, ils vendent des trucs. Oui, ben voilà. Ne jamais oublier la boutiquerie quand on est un droitard, car je vous rappelle que leur principale source de revenus, c'est la bêtise de leur auditoire. Donc si vous voulez aller voir la capsule en entier, vous aurez un peu de placement de produits. Et donc voilà, donc, ça fait partie de l'apéro droitard. Voilà, la dégaine, mon Chris. C'est ça. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a du tableau antique, il y a un fauteuil club, un costard rayé. C'est vraiment cliché. Et puis des livres. Faudrait qu'on zoome un peu, mais bon, c'est pas. Ah ouais, ça serait trop marrant de zoomer sur la bibliothèque de Rochdy un jour. Un jour on fasse ça. Il y a un Frantz Fanon quand même, j'ai l'impression, derrière là. Je reconnais la reliure un livre que j'ai de Frantz Fanon, un recueil de plusieurs textes de Frantz Fanon. C'est bien, Julien Rochdy a d'autres pensées que sa pensée d'extrême droite dégueulasse. Ah oui, alors contexte pour ceux qui connaissent pas Julien Rochdy. Donc on a fait un pailleton droitard sur lui qui est très détaillé. En gros, c'est un influenceur politique qui est pas mal connu sur Internet, mais qui a aussi eu une carrière politique assez importante au Rassemblement national à l'époque du Front National. Il a été président du Front National de la jeunesse. Il s'est barré dans un contexte d'opposition avec la ligne Philippot-Marine, qui était celle qu'il avait fait monter au départ contre les Gollnichiens. Allez voir le pailleton droitard, on en parle très bien. Et puis ensuite, il a fait comme tous les droitards, c'est-à-dire qu'il a fait une école pour apprendre à baiser. Voilà, donc oui, c'est toujours comme ça. Qui s'appelait l'école Major, où il donnait des cours pour devenir un homme, un vrai, malgré le fait qu'il ait perdu ses testicules de chapon. Il avait envie de les retrouver sur un plan intellectuel. Et puis ensuite, il a fait tout un tas de trucs d'influenceurs de droite. Il a eu une longue période où on ne l'a pas vu parce qu'il a eu un bébé qu'il continue là à exposer en permanence. Là, il fout sa gueule
sur sa propagande politique. Alors moi, je le redis, sous le communisme, d'accord, personne n'aura le droit d'exposer son enfant à but de propagande politique. Je trouve ça profondément dégueulasse pour ce pauvre bébé qui n'a rien demandé. Ce n'est pas le sujet du jour. À la limite, bon, sa meuf, elle est adulte, elle peut consentir, mais lui, putain, il a 1 an et demi, quoi, pauvre gosse. Bref. Et donc, il est devenu papa, il a été absent pendant un long moment, et puis là, il revient, et il a envie, vraiment, de prendre le pouvoir en France. Nous l'avons vu, notamment récemment, s'esclaffer sur le retour du roi et tout. Bref, j'espère qu'on va pouvoir en parler dans cette vidéo. Voilà, c'est tout ça, il y a tout ça, il y a tout ça. Bien. C'est parti. Et je rappelle que sur le Paye ton droit tard, c'est un des plus gros succès de l'année. Donc allez le voir si vous l'avez pas vu pendant les fêtes. Et puis nous, on a fait un petit add-on, Zoé et moi, sur Julien Rochdy et l'économie. C'est aussi intéressant. Ça complétera la recette de Noël. Alors on y va. Alors, je te fais le pitch. La France part à volo, c'est la guerre, etc. Oui. Et Julien Rochdy est appelé par des camarades de boisson qui seraient militaires, qu'il aurait rencontré à Saint-Cyr une fois. Et donc, il est appelé pour sauver la France, que personne ne peut plus rien. Et donc, il est nommé dictateur pendant 10 ans et il doit pouvoir appliquer son programme. Nous, on aime bien l'Uchronie, on aime bien la dystopie. Le scénario est quand même assez rocambolesque. Alors, si ça arrive, sachez que actuellement, donc si Julien Rochdy est sur son fauteuil de dictateur, nous sommes actuellement dans le maquis en train d'aiguiser les fourches, hein, sachez-le. Désespérés, quelques jeunes officiers brillants issus de Saint-Cyr se rappellent soudainement d'un intello un peu barré qu'ils avaient rencontré lors d'une soirée et avec lequel ils avaient discuté de cette situation, de la possibilité de tels événements. Hein. Vous vous en rappelez, les gars ? Moi, je m'en rappelle. Alors, il m'appelle, moi. Moi, je trouve qu'il est un peu marrant. Et je trouve que, moi, tu sais que ça me parle. Les gens qui font des dystopies uchronies pour essayer de penser l'actualité politique, tu sais que ça me séduit. Ok, Chris kiffe les gars d'extrême droite. D'accord. Moi, j'ai pas de droite et de gauche quand c'est pour de l'Uchronie. Tu vois, genre, j'ai pas de... Le plaisir de l'art, quoi. C'est ça. Je peux un peu les aider, faire quelque chose, au moins peut-être les conseiller. Je quitte donc mon Ardèche dans laquelle je m'étais barricadé avec quelques bonnes familles. Et voilà, la belle rouge élevée au grain en Ardèche, en plein air. C'est ça. Ça s'engraisse. De bons fusils. Hein, et me voilà à Paris, au milieu du merdier. Je vous raconte pas les petites... Alors là, tu vas voir, il va essayer de te séduire. Manœuvres, les petites manigances que je fais. Hein. Je fais un peu du Staline, si vous voyez ce que je veux dire. Je pousse un peu... C'est un peu grossier c'est un peu grossier comme pour draguer Zoé de dire je fais un peu du Staline. Mes concurrents dans l'escalier. Et du coup, eh bien, me voilà enfin dictateur. L'armée me donne un mandat de 10 ans, renouvelable évidemment, pour tout changer. Le sort du pays m'oblige. Me voilà prêt à prendre en main le destin de la France. Alors... Oh la sauce. Voilà où on en est. Julien... Il va falloir commencer par être un peu moins stupide, hein, parce que je vous rappelle que, quand même, je veux dire, n'est pas très malin. Alors, le premier truc qu'il fait, je pense une politique progressiste, tu vas en juger par toi-même, mais c'est très intéressant sur son idéologie, parce que c'est vraiment, c'est là où on va voir vraiment ce qu'il y a dans le fond. Premier truc qu'il fait, tu vas voir. Par quoi je commence ? Eh bien... J'ai conscience qu'il faut être radical ou n'être pas, tout simplement. Comme je vous l'ai dit, on n'est plus à un moment historique où la politique consiste juste à gagner du temps, à faire gagner du temps à la nation et surtout à garantir uniquement le versement des retraites. Est-ce qu'on peut faire des paris ? Première chose qu'il fait, nationalisation de l'énergie. C'est ça. Première chose qu'il fait... Mais je vais demander à ton conjoint de bloquer ta carte, par contre. Parce que là, je te sens mal parti. Comment on dit ? Malheureux au jeu, heureux en amour. Zoé, tu peux être tranquille de ce côté-là, parce que je sens que tes paris vont échouer. Alors attends, j'ai une autre idée, parce que Julien Rochdy, lui, il aime le retour de la France profonde, de la campagne de l'Ardèche avec des fusils pour chasser des lapins et tout. C'est ça qu'il adore. Donc, j'imagine qu'il doit être absolument scandalisé de la manière dont on traite nos aînés actuellement en France. Donc, la première chose qu'il fait, c'est un investissement massif dans un service public du grand âge. C'est ça. Il va être dans la radicalité, mais tu vas voir. Non, la France a besoin de changements majeurs pour s'en sortir. Je commence donc par m'attaquer directement à la racine des problèmes. Et par conséquent, comme tout bon dictateur, je commence par ouvrir des camps de travail... Alors comme ça peut sonner. Voilà. Attends, moi je veux savoir qui et quel travail. C'est ça qui m'intéresse.
de rétention dédiés à la réinsertion professionnelle. J'en ouvre un certain nombre, la plupart en Guyane, et je confie leur gestion à l'armée et à quelques mercenaires salvadoriens pour bénéficier d'un incontestable savoir-faire. J'ordonne d'y enfermer sans coup férir tous les leaders d'extrême gauche qui appellent à l'insurrection. Donc ça, c'est nous. Merde. Donc, Alors voilà. moi, Juju, si je peux avoir le choix, je préfère aller dans un endroit froid. À titre perso, moi, j'aime vraiment pas la chaleur. Moi, je veux bien Si la on pouvait- Guyane parce que j'irai voir le résistant Antoine Goya qui essaiera de nous faire évader. Donc, je suis chaud C'est pour ça. que tu m'attrapes. et que tu Après, je sais m'envoies pas, en nous, on n'est pas assez connus, je pense. On n'est pas assez connus pour que Juju, il nous envoie en contrat. Et puis, attends, nous, Juju, désolé, mais nous, on a un travail utile, hein, contrairement à toi. Parce que toi, en fait, toi, Juju, non, mais c'est vrai. Parce que Julien Rochdy, je vous rappelle que son boulot, c'est d'écrire de mauvais livres et de se filmer dans son fauteuil. Hein. C'est de ça qu'il vit. Hein. Et d'apprendre aux mecs à baiser aussi, C'est aux ça. incels qui le regardent. Mais, enfin, je veux dire, tu vois, Chris, par exemple, lui, il bosse dans l'industrie et tout. Enfin, voilà, quoi. C'est-à-dire, ça fabrique des trucs et tout ça, ça planifie des trucs, ça gère de la logistique, machin, quoi. Moi, je soigne des vieux, tu vois. Est-ce que vraiment, Juju, t'as envie de déposséder une petite campagne française typique qui mange du pâté de lapin de son médecin de village? Bah non, je pense pas. Donc bon, nous, je pense qu'on n'est pas concernés. Non, mais je pense pas. Mais a priori, c'est pas tout à fait pour du travail. C'est plus une forme de camp de concentration des ennemis politiques. On est vraiment, je pense, dans la racine du fascisme. C'est son premier truc qu'il fait. C'est ça. Au désordre et à la violence, j'ordonne aussi d'y enfermer une bonne partie de la classe dirigeante corrompue et accusée de félonie, et j'ordonne d'y transférer tous les prisonniers de droit commun ayant commis des crimes et des délits graves. Et bien sûr, je mets dans la foulée en place une justice Alors, extrêmement est-ce que- sévère. Voilà, J'ai une donc le question. fascisme. Ouais. Premier truc. Alors, est-ce que du coup, il y a son pote Loïc Le Priol dedans? On Je sait rappelle que Loïc Le Priol, c'est le type qui a buté un international de rugby argentin en sortie de boîte parce que le gars s'est interposé parce que le mec lançait des insultes racistes, je crois, ou un truc comme ça. Enfin, bref. Donc, voilà, est-ce qu'il met ce gars dedans? Est-ce que, alors, tu sais, dans ton ancien parti, Julien, tu sais, au Rassemblement National, il y a des mecs qui sont mouillés dans des trucs louches, hein, genre vente d'armes à des mecs qui après ont fait des attentats, ce genre de trucs. Est-ce qu'il y a ces gars-là dedans? Est-ce que, parce qu'on parle de droit commun, etc. Est-ce qu'un mec comme Éric Tegner, qui aurait, alors nous, Ouais, on on ne affirme rien. rapporte que ce qui a été dit dans la presse, serait le genre de gars qui se glisse dans le lit de ses employés pour aller leur tripoter les pieds contre leur consentement pendant des déplacements professionnels? Est-ce que ça rentre dedans? Voilà, moi j'ai plein de questions qui viennent comme ça. Après, c'est peut-être des massages gratuits. Tu sais, les déplacements professionnels, on a mal aux pieds à la fin. Des fois, c'est peut-être un signe de bienveillance. Alors, jamais de la vie, quelqu'un ne touche à mes pieds, hein, je vous le dis tout de suite. Il y en a qui ont essayé. Bah, Sinon, vous finissez chapon. Hein, clairement, hein. Donc voilà, donc ça c'est le premier truc, enfermement des ennemis politiques, plus de justice, les droits communs, les bagnes à Cayenne. Ça donne une- Alors nous, un- Chris, nous, si on prend le pouvoir, qu'est-ce qu'on fait des leaders d'extrême droite? Bah, je pense qu'on les envoie quand même travailler, mais vraiment au sein de la collectivité. On leur dit, voilà, tu te rappelles ton bureau de frontière dans le 15e arrondissement où tu te prenais pour un pacha à boire du whisky, à fumer des clopes, bah tout ça, ça va tourner à tour de rôle pour le prolétariat, et toi aussi, tu vas tourner à tour de rôle, tu es attendu demain matin, 5 heures, pour conduire la rame de métro de la ligne 14. Voilà, c'est... Alors, je suis pas parisien, peut-être que la 14 est automatisée, j'en sais rien, mais voilà. Je crois que la 14 est automatisée, mon Je Chris. pense, voilà. C'est vraiment pas de chance parce que la majorité ne le sont pas. T'as pris celle qu'il faut pas. Les Parisiens, corrigez-moi. Mais voilà, ce sera ça à peu près l'idée, hein, je pense, tout simplement. Et nous, on n'est pas des chiens, tu vois. Donc moi, je veux bien que Juju, quand il va aller travailler, parce que bon, pour l'instant, voilà, l'utilité sociale de Juju n'est pas dingue. Quand Juju ira travailler, on va faire attention à ses centres d'intérêt. Tu vois, Juju, il a l'air de beaucoup aimer les bouquins. Et ben peut-être qu'il y a une partie de son travail qui pourra consister à tenir la bibliothèque municipale, dans laquelle il conseillera les gens quel livre de Lénine commencer pour sa formation politique. Voilà, Juju pourra faire ça. Et puis, il s'occupera de faire le ménage dans la bibliothèque municipale. Et comme je sais qu'il aime faire des balades en forêt et tout ça, et ben peut-être qu'il va faire une petite partie de son taf qui sera le travail de bûcheron, qui est un travail difficile avec un risque d'accident du travail et tout ça. En plus, il est Donc un viril. petit, voilà, moi je te vois bien faire ça, Juju, et tranquille, tu pourras rentrer le soir auprès de ta femme et tes enfants, enfin pas de souci quoi. Éric Tegner qui prend son poste à 4 du mat avec Anas Kazib et ses collègues de Sud. On vit tous pour voir ça une fois dans notre vie. Ça c'est ma France. Voilà. Alors,
Donc ça, c'était la partie, on installe le fascisme, voilà. Et tu vas voir que on va vraiment être dans le fascisme parce qu'après, il va parler d'économie. Je rappelle la phrase de Mussolini, tout par l'État, rien que pour l'État, voilà. Et la phrase qui désigne un peu le néolibéralisme, le pouvoir du privé par le privé pour le privé. On va voir un peu ce qu'en pense Julien Rochdy. L'économie et à l'État lui-même, sachant que ce n'est pas à ce dernier, comme on entend sans arrêt depuis des décennies, à créer des emplois, mais aux entrepreneurs, aux créateurs, aux actifs. Résultat, simplification systématique de notre droit, numérisation et passage... Donc ça veut dire le droit du travail, tac, 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 ça dégage, quoi, voilà. Donc, Alors ça, c'est du... Non, mais ça, c'est du Carl Schmitt, on est d'accord, hein. C'est le droit naturel et tout ça, oui, c'est oui, des tout trucs, à fait. trucs de nazi, non? Ouais. Je pose la question. Il y a un débat avec Chapoutot là-dessus. Carl Schmitt a été effectivement un des théoriciens du nazisme, notamment des frères Strasser, qui l'ont beaucoup aidé. L'hitlérisme et surtout l'himmlérisme avec la SS serait beaucoup moins étatique. C'est intéressant les théories de Chapoutot là-dessus. Montrer qu'en fait, Carl Schmitt a même été un petit peu, mis de côté parce qu'il avait encore une trop grosse théorie de l'État par rapport à la théorie un peu féodale des agences, tu sais. Lisez le livre de Chapoutot là-dessus. En fait, au lieu d'avoir un gros truc étatique, tu crées plein de petites agences autonomes qui même sont en fait en concurrence les unes avec les autres. Et en fait, par espèce de darwinisme organisationnel, les meilleures agences vont bouffer les moins bonnes et c'est comme ça qu'on fait les meilleures organisations. C'est ça. Et c'est ce qui faisait que l'État nazi était un bordel monstrueux d'ailleurs, contrairement à ce qu'on pense. Ce n'est pas du tout un truc hyper bien carré, géré et tout ça, quoi. Exactement, contrairement à l'idée de l'État qu'avait Carl Schmitt qui faisait cette centralité qui était plutôt justement inspirée de Mussolini et tout. Donc c'est intéressant. Libre d'obéir, voilà, de Chapoutot. Il a été adapté pour ceux qui... Et moi j'aime bien ce genre de truc. Je suis pas un gros client, mais je sais que j'en offre parce qu'il y a des gens qui ont du mal à rentrer dans la lecture. Il a été adapté récemment en roman graphique, Libre d'obéir de Chapoutot. Donc c'est Noël si vous voulez l'offrir à quelqu'un. C'est une bonne lecture. De l'intelligence artificielle pour notre administration. Plus de paperasse, plus de bureaucratie, moins de fonctionnaires. Ensuite, passage... moins de fonctionnaires, voilà, tout simplement. Plus de police, on a vu. Plus de mercenaires. Plus de camps de travail en Guyane, mais moins de fonctionnaires. Hein. C'est la clé. Alors après, moi, premier degré, si on peut utiliser l'IA pour faire moins de travail humain et répartir le travail qui reste entre tout le monde et que tout le monde bosse 15 heures semaine, sauf Juju qui, en tant que dirigeant d'extrême droite, va devoir rattraper un petit peu de temps pour la collectivité et en fera 45. Écoute, moi, ça me va. Hein. Progressif mais inéluctable à la retraite par capitalisation. Pour être plus précis, je garantis une retraite minimale à toutes les personnes âgées pour qu'aucune ne souffre de la pauvreté. Mais... Ça, c'est intéressant parce que il dit la retraite par capitalisation, mais je garantis une retraite minimale. Donc il a un petit instinct que quand même, le privé, c'est super bien, l'économie libérale, la capitalisation. Mais en fait, il y a quand même des gens qui vont mourir, donc il faut quand même qu'il y ait un peu de public pour pouvoir avoir des retraites minimales. Ça, c'est vraiment les droitards, tu sais, qui essayent d'avoir des idéologies avec un peu de tout. Tu sais, comme tu dis, la meilleure des politiques. On prend partout, c'est ça, les mecs qui disent mais peut-être qu'en fait, il y a quand même des gens qui vont crever. Bah oui, la retraite par capitalisation, il y a des gens qui vont crever. Donc notre Julien Rochdy propose de sauver quand même l'État-providence pour les plus pauvres. Pour moi, c'est gauchiste de faire ça. Même. Mais tout ce qu'il y a au-dessus de ce revenu minimum et universel doit désormais être... Revenu universel, Julien Rochdy. Vous voyez, quand on vous dit que c'est pas du tout le truc de gauchiste que vous pensez, le revenu universel, ça plaît beaucoup aux libertariens, ce truc-là. Tu sais, c'est leur truc. Tu vires toutes les aides sociales, les APL, l'allocation adulte handicapé, le machin, le truc, tu remplaces ça par un revenu universel. Alors, spoiler, ça va pas être un truc qui permet de vivre bien, évidemment. Et puis après, tout ce que tu veux au-dessus, il faut que ça soit toi, par ton travail individuel, etc. Alors bon, ton travail, moi, j'aimerais savoir si du coup, dans cette vision du travail, avant tout, des gens qui doivent travailler et tout, on abolit toute possibilité de s'enrichir par le capital. Ah ben oui, parce que là, du coup, c'est pas le travail, c'est pas bien, c'est de la captation du travail des autres. J'imagine que Juju va nous dire ça. Il y avait une phrase qui disait, au 19e siècle, qui était très bourgeoise, qui disait « Le capital, c'est du travail accumulé ». Le travail des autres, oui. Et donc, il y a des gens qui disaient « Oui, mais comme c'est compliqué de faire les deux, il y en a qui travaillent, il y en a d'autres qui accumulent. » C'est ça. Donc voilà, c'est un peu l'esprit. Le produit de l'épargne choisi durant une vie. On supprime aussi la plupart des aides sociales à mesure que le marché du travail... Et c'est là ce que tu disais, première conception du revenu universel sont des conceptions néolibérales qui justement montraient que en fait gérer des aides sociales, c'est beaucoup de fonctionnaires, c'est beaucoup de choses étatiques, etc. Et donc c'est plus simple de donner des revenus de subsistance aux gens pour qu'ils aient accès à la consommation, qu'on évite de les soigner, qu'ils soient totalement libres de faire ce qu'ils en veulent, etc. Et donc d'éviter d'avoir à gérer justement la pauvreté, la violence, l'accompagnement, etc. Donc c'est vraiment des politiques, comme tu dis, darwiniennes.
s'amplifie, grossit, et on en termine avec la plupart des subventions. Cela nous donne ainsi du mou pour permettre une baisse fantastique des impôts et des taxes. Ça, la Fantastique, il a dit. Alors, je rappelle qu'il y a un régime dans le monde où l'impôt n'existe plus et qu'il n'est pas simplement une baisse drastique ou un minimum d'impôt ou quoi que ce soit comme dans le monde de Rojdi. Il y a un seul régime dans le monde où l'impôt n'a aucun intérêt, c'est le communisme. Le seul impôt qu'on vous demande, c'est de venir participer à la production collective. Voilà, c'est votre tâche de citoyen. Il n'y a pas d'impôt dans le communisme, hein, ça n'a aucun sens. Quand tu auras coupé du bois dans la forêt, Julien, car je te rappelle que nous avons décidé pour toi que tu serais bûcheron. Et puis, comme nous sommes contre la division du travail, tu pourras avoir 2 activités différentes, dont bûcheron. Alors, je te rappelle que tu as du temps à rattraper, hein, parce que tout ça, dirigeant d'extrême droite, rien foot, fauteuil club, enfin bref, tu connais. Donc, allez, 30-35 heures par semaine de bûcheron, et puis à côté, donc 10-15 heures à la bibliothèque municipale pour conseiller les gens sur les lectures, et puis pour faire le ménage dans la bibliothèque. C'est ça qu'on a décidé pour toi, Juju. Quand tu auras fait ça, sous le communisme, on ne va pas te taxer, Juju, t'inquiète pas. Si jamais tu te tronçonnes la main au travail, tu seras soigné gratuitement, tout sera démarchandisé, Julien, donc ne t'inquiète pas. Si tu en as marre des taxes et tout ça, nous avons la solution pour toi. Viens vivre dans notre paradis communiste. Pendant pour réorienter notre économie vers la production et la sortir enfin de ces 2 facettes infernales que sont l'économie de la consommation d'une part et l'économie de la rente de l'autre, on permet une hausse ciblée de la fiscalité sur les rentes de toutes sortes. Alors là, il y a quand même des impôts, voilà, c'est trop marrant. Allez voir, parce que là, c'est en détail, on va y passer assez vite, mais c'est sur le programme de l'économie, on a fait une capsule dédiée à ça. Alors, ce qui est trop intéressant, c'est que dans la tête de Rojdi, tu vas voir ce qu'il va dire, c'est révélateur, de l'incompréhension de l'économie capitaliste par les droitards. Pour pousser à l'investissement productif. Par exemple, en donnant des avantages clairs pour l'épargne longue en actions, en obligations d'entreprises françaises, en offrant des crédits d'impôt, d'investissement, etc. Vraiment, je vous assure, rediriger les capitaux français vers la production et vers les entreprises françaises plutôt que dans l'immobilier spéculatif et les rentes inutiles, c'est la clé de la transformation économique de notre pays. Donc ça c'est typique, ils essayent de nous expliquer, et c'est un vrai sujet de fond dont on parlera sûrement dans notre séquence programmatique, mais ils essayent de faire croire qu'en fait aujourd'hui le capitalisme, lui il dit ça, de la rente, il y a trop de gens dans l'immobilier, alors c'est faux, hein, les capitaux sont encore largement dans le patrimoine professionnel, etc. Mais les gens n'investissent plus assez dans l'économie parce que, soi-disant, ils investiraient ailleurs. Alors, en fait, qu'on soit clair, les capitalistes font de la rente quand ils investissent dans des entreprises. Ils font pas du soutien à l'industrie, etc. Donc, l'économie de la rente, c'est autant les investissements dans le productif que dans l'immobilier. Ce qui va faire la différence, c'est justement le taux de rente qu'il y a derrière. Et effectivement, dans un capitalisme en crise où la baisse tendancielle du taux de profit s'accélère, à un moment donné, oui, il est plus rentable d'investir à court terme dans du bitcoin, dans de la spéculation financière, que dans l'appareil productif. Ce qui empêche l'appareil productif de tourner, ce qui augmente encore l'investissement financier et conduit à la crise. Mais tout ça est inhérent même au capitalisme. C'est pas simplement les choix des acteurs. Le fait d'investir pour avoir de la rente, c'est pas spécifique à l'immobilier ou tel secteur, c'est spécifique à tous les investissements capitalistes. Donc là, ce qu'il ne comprend pas, c'est que le problème n'est pas que les gens n'investissent pas dans le capitalisme aujourd'hui, c'est que le capitalisme occidental, et encore, en France, il y en a encore beaucoup d'investissements parce qu'il est encore productif, pour la simple raison que les travailleurs français sont encore productifs grâce à ce système social, grâce à des médecins dévoués qui essayent de les soigner jusqu'à 22h le soir. Toute personne que je connais se reconnaîtra là-dedans. Ce système-là permet d'avoir des gens encore productifs et donc de faire de la plus-value, ce qui n'est plus le cas. Et donc, c'est pour ça qu'on n'a plus, justement, d'investissement. Et la bêtise de Julien Rojdi, c'est de croire qu'on va libérer les capitaux qui sont à un certain secteur pour les rediriger. Ça ne fera rien du tout parce que le taux de rente sera toujours le même dans le secteur industriel et il ne sera que un pis-aller et les gens au contraire, n'y investiront nulle part ou iront investir dans d'autres pays qui garantissent un capitalisme plus rentable que dans son truc à lui où il va taxer l'immobilier, etc. C'est vraiment intéressant. Pourquoi ? Parce que le fond du fond, c'est ça. C'est en fait, qu'est-ce qui fait que l'appareil capitaliste tourne ? C'est quand il y a énormément d'investissements publics. Si le capitalisme fordiste, qu'on parle des 30 glorieuses, a été si puissant, ou même le capitalisme naissant a été si puissant, c'est qu'à un moment donné, dans tout un tas de gestion d'équipements, la construction des chemins de fer, la construction des réseaux routiers, la construction de l'énergie pour tout le monde, la construction d'un état social, la construction de la sécurité des retraites a été un investissement collectif et étatique que jamais les capitalistes n'auraient pu
plus supporter. Et là, il passe à côté du truc parce qu'en fait, il comprend pas que la dynamique même de la performance collective, c'est le collectif, quoi. Et c'est l'État quand c'est dans un espèce de capitalisme planifié, tu vois ce que je veux dire, fordiste. Et dans le communisme, c'est la totalité de la collectivité qui investit pour la collectivité. Mais là, il passe totalement à côté. Maintenant qu'il a bien parlé d'économie, je te propose qu'il nous parle d'éducation. Alors, qu'est-ce que va faire notre Julien Rochdy avec l'éducation des enfants? Surtout que je réforme entièrement le système scolaire. Je le privatise presque totalement. Attends, c'est pas fini. C'est pas fini. Là, c'est la petite sauce, tu sais, du chapon qui twiste un peu. Tu dis, Chris, t'as mis un petit piment, là, t'as mis un truc, c'est du piment de Cayenne. Privilégiant partout sur le territoire l'enseignement catholique, parce que oui, la France a été à l'école catholique. Et puisqu'il s'agit de la refaire, alors, il faut donc attention. commencer. Je vous rappelle, faites attention à vos enfants, du coup. Je me permets de rappeler que les victimes, selon le rapport sénatorial qui a été fait sur les VSS commises par l'Église catholique, clergé ou non clergé, mais travaillant pour les institutions catholiques, on estime le nombre d'enfants victimes en France à 330 000. D'accord ? Je vous rappelle les petits bails, Bétaram, etc. C'est-à-dire qu'il y a une grosse corrélation. Une grosse corrélation entre l'enseignement catholique et le fait de violer des gosses. Voilà, donc on pourra rentrer un petit peu dans les détails de pourquoi après. Probablement que le fait de refuser toute éducation affective, relationnelle et sexuelle aux enfants, ce qui est le cas dans les enseignements privés catholiques, ça ne permet pas aux enfants de savoir que non, l'abbé Durand n'a pas le droit de foutre la main dans ta culotte, d'accord ? En fait, même si c'est un adulte, il n'a pas le droit de faire ça. Peut-être aussi que le fait de créer des structures d'autorité extrêmement fortes, extrêmement brutales, favorise aussi le fait de pouvoir agresser des gosses. Bref, écoute Juju, peut-être que toi tu n'en as rien à foutre que ton fils fasse partie des 15% d'enfants en France qui subissent des violences S, mais pas nous. Donc voilà, donc l'école catholique privée pour tout le monde. Pas retrouver l'école catholique. Je privatise évidemment complètement l'université, mettant enfin un terme à l'ineptie mitterrandienne et chevènementiste qui a consisté à permettre à 80% d'une classe d'âge à avoir le bac. J'augmente Donc privatisation de l'université, voilà. Retour au darwinisme social de la fin du 19e. Partout les exigences pour les concours, les brevets, les différents diplômes. Une question, c'est Julien Rochdy est-il conscient de comment ça se passe en termes de dette étudiante dans les pays où l'université est entièrement privée et payante? C'est-à-dire que des pays comme les États-Unis, tu commences ta vie surendetté, avec des trucs de spéculation aussi, tu sais, des banques qui te mettent des taux d'intérêt de zinzin et tout. Donc lui, en fait, il veut que nos gosses subissent des violences sexuelles pendant toute leur scolarité, puis ensuite, quand ils arrivent dans l'enseignement supérieur, commencent leur vie avec un endettement de malade. Vis ma vie de mormon à Salt Lake City, j'ai envie de dire. C'est ça, écoute... voilà. Écoute, Juju, comment te dire, on n'est pas hypé de fou là par ton projet. L'idée était sympa, tu vois, du chapon, mais là il commence à être un peu lourd, quoi. Ouais. Et du coup, seuls les vrais intellectuels ont accès au métier d'intellectuel. Seuls les vrais intellectuels ont accès au métier d'intellectuel. Alors je crois qu'il se met dedans. Ouais, se met dedans. Seuls les vrais chapons seront épargnés. Tu sais, c'est... Ce qui libère une grande et très utile main-d'œuvre pour énormément de métiers manuels dont nous avens besoin. Moins de sociaux. Ah non, Juju. Alors moi, je vois ce que tu es en train de faire, Juju. Tu es en train de dire pour tout le monde, mais pas pour moi. Alors non, ça va être pour ta gueule. Je te le dis tout de suite, d'accord ? Et t'inquiète, je te rappelle que toi, tu fais 45 heures, au moins quelques années, le temps de te racheter un petit peu de toutes les conneries que tu as dites et faites dans ta vie. Mais après, on te repasse à 20, 25 heures comme tout le monde, tu vas tranquille. Et tu vas avoir plein de temps pour lire des bouquins, pour en parler avec tes copains et tout. Enfin, pas de souci, Mais tu vas prendre le travail manuel important pour tout le monde, machin. C'est pas pour les gueux, ça, Tu vas enlever ta petite cravate, enlever tes petits boutons de manchette, mettre des bottes et aller mettre des gants et tronçonner des troncs de bois dans la forêt, Julien. C'est ça que tu vas faire, Ouais, et si t'es pas sage, t'auras pas de gants. Non, mais c'est intéressant parce que fondamentalement, ce que nous on porte dans le communisme, c'est sortir de la séparation du travail manuel et intellectuel. C'est pas simplement un problème de classe, là. Là, c'est même à l'intérieur même du prolétariat. Aujourd'hui, l'organisation capitaliste divise des gens entre intellectuels et manuels et ça crée de l'inefficience, de l'hétérogénéité, du combat même au sein de la classe du salariat généralisé. Enfin, c'est des choses dont on va parler assez souvent en 2026. On prépare des gros trucs là-dessus. Voilà, je vais pas spoiler, mais... Et donc, lui, il veut garder ça. Et tu vois, il a vraiment le côté... Alors là, il a vraiment le côté Nietzschéen, élitiste, tu vois, de créer une élite
intellectuel, artistique, qui vit sur le dos d'un esclavage manuel et d'une masse manuelle. C'est vraiment, pour ceux qui sont nietzschéens, c'est la vision du monde. Parce qu'on peut parler de Nietzsche sur la vérité, sur la morale, blablabla, blablabla. Mais ce qui est intéressant dans Nietzsche, c'est quand vous lui demandez concrètement comment la société tient, donc à la fin, il rétablit l'esclavage, et ce qu'il pense des femmes. Quand vous le ramenez au concret, vous comprenez l'essence même de tout son baratin réactionnaire abstrait. Encore un mec qui dit de la merde parce qu'il a le somme de pas baiser, hein, voilà mon avis. C'est ça. Sociologue, pauvre et gauchiste à l'université, c'est plus d'artisans prospères et de droite dans nos villages. Et je vire bien sûr Des artisans prospères et de droite. Des artisans prospères qui payent pas d'impôts. Voilà. Donc ça, c'était l'éducation, ça va assez vite. Ensuite, il va nous parler encore mieux de modèle familial. Quand même, Oui, Chris, vas-y. je me permets quand même de rappeler un truc sur notre ligne, sur l'enseignement privé, parce que on n'a pas beaucoup dit, mais moi, je suis pour l'école universelle gratuite pour tout le monde. Si vous avez envie de donner une éducation religieuse à votre enfant, moi, j'ai aucun problème avec ça. Je suis pas en mode turbo anti-religion, machin. Je pense que la religion peut être une aide dans la vie de plein de gens. Par contre, je pense qu'il faut une séparation, la laïcité, quoi. Donc, une séparation entre la religion et le fait politique. Et je pense que tout enfant a le droit de sortir de son environnement familial pour avoir accès à la connaissance de tout le monde. Et après, si à côté, vous voulez lui enseigner le dogme catholique, mais il n'y a aucun problème, tu vois, de l'emmener à la messe le dimanche, de machin, de trucs, pas de souci. Et donc, il faut une école inclusive, c'est-à-dire une école qui permette de bouffer du poisson le vendredi pour les catholiques, qui permette de ne pas avoir que du porc au menu pour les juifs et pour les musulmans, qui permette des menus végés pour les gens qui mangent végé. Enfin, tu vois, voilà. Là, je parle de la bouffe, mais c'est le cas pour plein de trucs. On pense une école inclusive, c'est-à-dire tout le Moi, monde je vais peut venir. rajouter qu'ils puissent mettre ce qu'on veut sur la tête tant qu'on est en âge de conscience. Hein, par Exactement. exemple, tu vois, l'interdiction du voile au lycée, pour moi, ça me paraît une ineptie. Voilà. Ouais. Exactement. Tu as le droit de venir voiler si tu souhaites venir voiler. Tu as le droit de porter ta croix si tu souhaites porter ta croix. Enfin, voilà. Pas de souci avec ça. Avec un respect du truc de base de la nudité, qui est que, voilà, on cache nos parties intimes en public quand on est dans un pays comme le nôtre. C'est l'habitude qu'on a entre nous, quoi. Une fois qu'on a dit ça, moi, je suis contre l'enseignement privé et même contre les écoles alternatives. Je le dis premier degré. Moi, les trucs où tu peux être complètement hors contrat, permettre à des enfants qui ne sont pas vaccinés de venir enseigner. Déjà, je pense que ne pas vacciner ses gosses, c'est gravissime. Enfin, voilà, c'est une mise en danger gravissime de son propre enfant et des autres enfants, particulièrement des enfants qui sont plus fragiles, qui ne répondent pas au vaccin, qui ne peuvent pas être vaccinés dans des cas très particuliers. Il y a certains vaccins qu'on ne peut pas faire à certains enfants. C'est la protection collective, la vaccination et individuelle. Et donc, proposer des alternatives où tu peux mettre des gosses qui sont non vaccinés, qui deviennent des foyers épidémiques de rougeole. Hein, d'ailleurs, je me permets de rappeler ça. Où on va pas tous apprendre à lire, écrire, compter. Et ben, moi, je suis désolée, mais je pense que collectivement, c'est pas souhaitable. Après, si tu as envie, tu vois, moi, je sais sur les écoles alternatives, dans des milieux un peu hippies, etc., que je connais, parce qu'il y en a une pas loin de chez moi, d'écoles comme ça, où on me dit non, mais c'est super, en fait, on laisse la liberté aux enfants d'apprendre à leur rythme, de faire comme ils veulent. Ils apprennent pas que les chiffres et tout, ils apprennent à reconnaître les arbres. Et j'ai envie de dire, mais attends, mais si t'as envie que ton gosse sache reconnaître les arbres, mais va te balader avec lui et apprends-lui le nom des arbres. Enfin, c'est quoi ce délire? Moi, je comprends pas. Mais par contre, que tout le monde ait le même enseignement et tout, surtout qu'il y a un risque, si tu veux, d'emprise sur les enfants, tu sais, de ces trucs de faire l'école à la maison, etc. Je suis désolée, mais moi, si j'étais un parent extrêmement maltraitant et violent, je ferais l'école à la maison à mes enfants, en fait. Parce que ça te permet qu'il n'y ait pas de regard extérieur sur ces enfants, que personne leur dise, par exemple, que, ben non, en fait, ton père, il a pas à venir se foutre à poil et te tripoter tous les soirs dans ta chambre, d'accord? C'est pas acceptable de faire ça. Ta mère n'a pas le droit de te frapper. Tes parents n'ont pas le droit de te priver de nourriture pour te punir. Faut penser aussi au risque d'enfermement qu'il y a pour certains enfants. C'est libérateur et protecteur que les enfants puissent avoir une vie en dehors de leur famille et avoir une vie de bonne qualité, sécuritaire, avec un bon logement, un bon accès à la nourriture, etc. quand ils sont dans leur famille. Il faut les deux. Et je le dis ici, nous, la ligne ici, c'est pas d'enseignement privé religieux. Si vous voulez faire un enseignement religieux à vos enfants, c'est en dehors des heures d'école. Il n'y a pas de souci avec ça. Exactement. Surtout, je rappelle que l'enseignement privé, en plus, les profs, ils sont payés par l'État. Alors, ça dépend. Privé sous contrat. Privé Pas sous privé contrat, hors mais c'est contrat. déjà très grave, tu vois. Enfin, on devrait déjà au moins supprimer ça et ensuite s'attaquer au hors contrat. L'espèce de synthèse entre l'école privée catholique et l'État est encore pour moi une atteinte à la laïcité et aux lois de 1905. Hein. J'interdis par exemple l'Airbnb sur les propriétés secondaires. Alors, ouais, pardon, excuse-moi. Donc là, il est sur l'immobilier et la famille. Donc là, il y a des trucs un peu gauchistes. Donc il va falloir qu'il garde un état fort quand même, notre libertarien, libertariano-étatique. Hein. Parce que ça renchérit indûment les prix des maisons dans les campagnes. Chez moi, par exemple, en Ardèche, il y a plein de gens qui achètent. Alors,
ce qui est vrai et faux, en fait. Ce qui renchérit, c'est justement la pénurie. Quand à un moment donné, il n'y a pas assez pour se loger et qu'on a des gens qui ont envie de rentabiliser, soit en vendant, soit en louant et soit en Airbnb, en fait, on se rend compte que ils vont regarder ce qui est le plus rentable. Ils vont faire du Airbnb. Donc ça se règle par deux choses. Faire en sorte que tout le monde ait accès à la propriété privée. Voilà. Donc distribuer la propriété privée et ne plus la concentrer sur des propriétaires bailleurs, exploiteurs, rentabilisés, et construire des logements quand il en manque. Voilà. Donc c'est une sortie de la pénurie et pas simplement de taxer l'état actuel des ressources qui est insuffisant. Un peu parti socialiste, cette proposition de Julien Rochdy. Tout à fait. Ils achètent des baraques de campagne, qui mettent ça sur Airbnb, et donc du coup, les jeunes Ardéchois doivent quitter l'Ardèche parce qu'ils ne peuvent plus acheter des maisons dans leur... Déjà, on apprend qu'il y a encore des jeunes en Ardèche. Les jeunes Ardéchois qui nous regardent. Ouais, force à vous. Bon courage. Vous avez Juju dans votre équipe. C'est pas facile. Un beau pays. Village. Et c'est pareil en Bretagne et c'est pareil dans plein de coins. Et ben ça, c'est inadmissible. Et en plus, ça détruit le secteur hôtelier, alors que la France, qui est quand même le plus beau pays du monde, devrait avoir le meilleur réseau hôtelier de la planète, ce qui est aujourd'hui loin, très loin d'être le cas. Ils mélangent vraiment tout, l'économie, le machin, l'État, les taxes, on arrête les impôts, puis après on surtaxe machin, et puis après on... Vraiment, sa recette à lui de Noël, c'est un peu tout. Il dit, t'as mis quoi dans la recette? J'ai mis des légumes, de la farce, des fruits, j'ai rajouté un peu de cognac, un peu d'armagnac, j'ai aussi rajouté des fruits confits, des flocons d'avoine, de la confiture de groseille. Tu dis, waouh, tranquille, Juju. Tu vois, donc là, il fait vraiment ça, il vient piocher, comme tu dis, un peu au PS, un peu à droite, un peu au fascisme, un peu, voilà, enfin, c'est assez drôle. Donc rien que ça recréerait beaucoup d'emplois. Je fais en sorte aussi de pousser les banques à prêter aux primo-accédants, car sans maison, sans espace, sans propriété, il est normal que les jeunes ne forment plus. Comment ? Voilà, comment? Ça veut rien dire. Comment tu les pousses? Pourquoi tu Est-ce que tu vas aller voir avec ton costard et tu leur dis bonjour monsieur Groupama, bonjour monsieur Société Générale, comment allez-vous aujourd'hui? Oui, voilà, je voulais vous demander si vous pouviez prêter aux pauvres, s'il vous plaît. C'est ça. Non. Mais je voulais demander gentiment, oui, parce que alors je vous rappelle que Julien Rochdy, comme tout droitard avec un petit fond libertarien, vit dans le pays de oui-oui, où il croit qu'en fait, il faut libérer la totalité des gens qui, naturellement, vont être gentils au fond de leur cœur et voilà, investir dans les bonnes entreprises et puis investir longtemps, pas sur du court terme, demander gentiment aux banques de prêter. Alors moi, Juju, j'ai une solution, mais je suis pas sûre qu'elle va te plaire. On peut nationaliser les banques. Voilà. Peut-être. Ce serait pas mal. De famille. Eh bien, on change ça. On défiscalise aussi tout le secteur de la petite enfance, assistante maternelle, crèche, pôle enfance, etc. Il doit y en avoir plus et surtout, cela doit coûter moins cher. Et enfin, on offre de grands avantages fiscaux. Mais Juju, on peut faire un service public en fait. Du coup, tu démarchandises, défiscaliser. Tu défiscalises. Ok, mettons, tu vois. Mais en quoi ça va coûter moins cher? Déjà, actuellement, il y a quand même pas mal d'aide au financement de la garde pour enfants. Et tu vois, moi, j'ai souvenir de quand mes deux filles, parce que mes deux filles sont très rapprochées, donc il y a eu un moment où j'avais les deux qui étaient en garde avant l'école. Je crois que ça me coûtait, et elles y étaient sur des grosses amplitudes horaires, parce que j'étais interne et mon conjoint, bref, travaillait beaucoup aussi à ce moment-là. Je crois que ça nous coûtait, pour les deux, moins de 300 € par mois. Et si vous voulez, comprenez-moi bien, quand je dis ça nous coûtait 300 € par mois, c'est beaucoup trop cher. Nous, à l'époque, je pense qu'à nous deux, on devait gagner 3500 €, plus 2 enfants en bas âge, sachant que, il faut toujours se rappeler ça, les foyers qui sont le plus sous le seuil de pauvreté en France, ce sont les foyers qui ont de jeunes enfants. Plus vous êtes retraité, plus vous êtes âgé, moins vous êtes sous le seuil de pauvreté. Les enfants, 20% vivent dans des foyers en dessous du seuil de pauvreté. Et le max de pauvreté, c'est notamment les âges de jeunes enfants, parce que, en fait, ça coûte très cher d'avoir des enfants. Contrairement à ce que Julien Rochdy a l'air de se raconter, que c'est une question de défiscalisation, je sais pas quoi. Donc, tu as 300 balles pour faire garder tes mômes. Mais imaginez si on faisait comme disait Rochdy, c'est-à-dire, vous virez toutes les aides, parce que si ça coûte 300 balles, c'est qu'il y a ce qu'on appelle la PAJE, la prestation d'accueil jeunes enfants, qui est versée par la CAF. Il y a les allocations familiales, notamment avant 3 ans, pour payer les couches, les machins. Je vous laisse imaginer ce que c'est qu'un budget bébé. Entre le matos qu'il faut pour porter, la poussette, le siège auto, les couches, les machins, ça coûte super cher d'avoir un jeune enfant. Et les allocations familiales ne compensent pas. Donc, si vous faites comme Rochdy et que vous virez toutes ces aides-là et que vous faites juste que défiscaliser la nounou, mais en fait, la nounou, il va quand même falloir la payer et ça va vous revenir pour 2 enfants, plus de 40 heures par semaine de garde, ça va vous revenir vachement plus cher que 300 balles. Donc, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Et si la réponse que Rochdy a, c'est les meufs n'ont qu'à rester à la maison et garder leurs enfants jusqu'à ce qu'ils soient en âge scolaire pour aller dans l'enseignement privé catholique, se faire s'occuper de l'abbé machin truc, ça veut dire qu'il va falloir des salaires sur lesquels, avec un seul salaire, on vit à une famille entière.
Donc il va quand même y avoir une petite question, Julien Rochdy, à un moment, d'augmenter les salaires et pas juste de défiscaliser des trucs. Bref. En fait, Rochdy ne comprend pas l'économie, ne comprend pas que le salaire, on reviendra là-dessus, mais sert à reproduire la force de travail. Des fois, il y a des confusions, c'est de faire croire que en fait, le salaire ne sert qu'à reproduire que la force du travail du travailleur. Et en fait, qu'on montrait un peu, pas toujours de manière très claire, mais on commence à faire les féministes marxistes, notamment le plus intéressant là-dessus, c'est Fortunati, de montrer que en fait, le salaire sert à reproduire l'unité familiale de fabrication de travail, et donc à l'intérieur le salaire sert à faire manger l'ouvrier, mais aussi sa femme, mais aussi ses enfants, et dans lequel la femme fournit le travail domestique de manière hiérarchique et non plus salariée, subordonnée à l'homme, etc. Voilà. Et souvent on confond le travail gratuit, c'est pas du travail gratuit, c'est du travail non salarié. Voilà. Effectivement, à l'échelle du capitalisme, il est de la totalité, il a une forme de gratuité, mais il n'est pas gratuit. L'argent qui est acheté pour la bouffe par le salaire du mari sert aussi à faire manger sa femme et ses enfants, parce que c'est bête à dire, mais s'il mangeait pas, il serait mort. Voilà, donc ça c'est très important, et ça il ne comprend pas qu'en fait le capitalisme délivre le moyen de reproduire la force de travail par le salaire, quoi. Par contre, il y a des vrais problèmes d'accès dans certains endroits. Je sais que dans les grandes villes particulièrement, je sais que la région parisienne, pour les gardes d'enfants, c'est une catastrophe, qu'on manque de structures publiques, etc., pour aider. Et je vois pas en quoi la défiscalisation... C'est déjà le programme macroniste, en fait. Mais oui. Et est-ce que Julien Rochdy croit que les auxiliaires de puériculture et les éducatrices jeunes enfants ne travaillent pas dans leur secteur d'activité parce que c'est trop fiscalisé? C'est des métiers qui sont largement sous-payés parce que ce sont des métiers féminins, du care, etc. Des métiers extrêmement difficiles, avec des conditions de travail extrêmement difficiles. Et les structures de crèches privées, là, les Babylou, les machins, alors comme vous le savez, il y a eu des scandales récemment sur les crèches privées, particulièrement Aurore Berger qui s'est retrouvée mouillée dans ces trucs-là où devant la commission, elle a assuré qu'elle n'allait pas mentir et que vraisemblablement, elle a menti. C'est très bizarre. Ces crèches privées, en fait, on se rend compte que comme leur but est la rentabilité, parce que c'est ça le fond du problème, Juju. À partir du moment où tu demandes à des gens de faire une tâche et que leur objectif n'est pas que cette tâche soit bien faite, mais que cette tâche permette de rapporter un maximum de pognon. Quand tu es dans un contexte capitaliste, quand tu es dans un mode de production capitaliste, mode de production là, en l'état, de s'occuper des jeunes enfants. Et du coup, leur objectif, ça va être de faire beaucoup de pognon. Je sais que c'est compliqué à comprendre pour quelqu'un qui vit dans le pays de oui-oui des libertariens, mais en fait, ça va être ça la logique des trucs. Et donc, dans ces crèches, par exemple, sur 20 gosses de 18 mois à 3 ans, il y en a toujours qui vont être malades, qui vont avoir une gastro, qui vont machin, et ça, tu peux pas le prévoir à l'avance. Et donc, le matin, t'apprends qu'en fait, il y a 3 enfants qui sont absents. Et donc, ils voyaient qu'il y avait des repas qui étaient jetés. Et ça, c'est de l'argent dépensé pour de la nourriture qui n'est pas mangée. C'est pas rentable, tu vois, mon Chris. Ça, c'est très grave. En plus, les gens, s'ils ont un certificat médical d'absence pour l'enfant, ils peuvent se faire rembourser la journée de crèche. Donc, c'est vraiment du manque à gagner. Et donc, ils se sont dit, on va partir du principe qu'en moyenne, sur le groupe de 20 gosses, il y en a que 17 qui sont là. Et donc, on va prévoir que 17 repas. Sauf qu'il y a des jours où ils sont 20. Donc, il faut prendre un petit peu de bouffe, de purée dans chaque assiette de chaque gosse pour pouvoir créer 3 autres repas, alors qu'à la base, il y en avait que 17. Vous vous retrouvez dans ces logiques-là. Je ne vois pas, Julien Rochdy, en quoi le fait de défiscaliser ce type de crèche privée va régler quoi que ce soit au fait que leur intérêt, c'est de faire du pognon sur la santé et l'occupation des bébés de ce pays. Bref. Ça restera de la gestion privée à la fin. Il y aura plus de gens qui auront accès à cette gestion privée, mais ça va toujours les mettre dans une logique de rentabilité. Et de rentabilité encore plus accrue, parce que comme Monsieur Rochdy aura concentré l'investissement des capitalistes sur ce truc-là, il va falloir leur vendre de la surrentabilité par rapport au Airbnb, à l'immobilier. C'est vraiment mettre les enfants dans le système où aujourd'hui on met les seniors, quoi. Remplacer l'éducation nationale et le service public de la petite enfance par Orpea. Et des prêtres un peu bizarres. Voilà. T'imagines le monde où tes enfants, c'est soit Orpea, soit les prêtres. Voilà, c'est bon. L'enfer. En particulier à la classe moyenne, pour toute famille ayant plus de 3 enfants. Là, vous me direz, c'est déjà le cas, mais on va plus loin à ce niveau-là. Et d'ailleurs, vous aurez remarqué que je préfère avantager les familles de travailleurs par des réductions fiscales, voire même des exemptions, que par des allocations familiales qui, elles, permettent à trop de cas sociaux de s'en sortir en faisant simplement des gosses. Julien, il y a la moitié des gens qui ont un foyer de 3 personnes qui ne payent pas d'impôts dans ce pays. Ce mec ne fréquente pas assez de vrais gens, je pense. Là, tous les gens qui vivent autour de chez moi, mais l'immense majorité qui ont des jeunes enfants, ne payent pas d'impôts sur le revenu. Et de quoi ils parlent ? Enfin, ils gagnent pas assez d'argent, en fait, pour payer des impôts sur le revenu. Enfin, tout le monde n'est pas un grand bourgeois dans un fauteuil club, Julien. Réveille-toi, enfin.
Ça, c'est vraiment le truc de droitard. Alors, t'as le fond du truc, le producérisme, là, opposer les cas sociaux aux travailleurs, parce que justement, il va pas faire en sorte que le travail soit totalement collectivisé, totalement partagé. Dans son monde à lui, il y a encore des feignasses et des travailleurs. Donc là, on est vraiment, tu sais, sur le truc de ventose, ceux qui produisent, les parasites, les cassos, les assistés. Allez lire notre entretien du dernier numéro de Position Revue avec Michel Fer, c'est très intéressant parce que c'est au cœur même de la droite. On parle de leur pacte racial, mais ce pacte d'inégalité sur le travail et donc de légitimer le fait que la bourgeoisie sélectionne la force de travail, rend le travail toujours pénurique et donc oblige les travailleurs ou les gens en potentialité de travailler en concurrence. Voilà, c'est vraiment au cœur de la droite et là il l'exprime bien. Et comme tu dis, en fait, ça n'a aucun sens parce que c'est déjà des politiques familiales qui existent aujourd'hui. La problématique, c'est pas que les gens ils aient pas assez d'allocations familiales quand ils sont travailleurs ou quoi que ce soit. C'est justement qu'ils sont pas assez payés par le travail, justement parce que la bourgeoisie compresse leur salaire pour pouvoir faire de la marge, la fameuse marge que tes investisseurs vont vouloir capter quand tu vas les concentrer sur tes investissements productifs, quoi. Enfin, c'est vraiment, t'as rien compris à l'économie. Le but, c'est surtout d'élever le niveau de notre capital humain. Et d'ailleurs, à ce niveau, puisqu'on en parle... Alors, moi, je pense que tu vas élever le niveau de capital en tout privatisant comme ça, mais le capital humain, pas sûr. Il parle comme un DRH, là. Élever le niveau de capital humain, c'est vraiment la phrase de DRH. Hein. Juju veut qu'on ponde. C'est ça. Que toi... Parce que moi, j'ai pas cette capacité-là, tu vois. Mais écoute, alors moi, dans l'absolu, j'aurais pu en faire 7. Hein. Je me permets de rappeler ce truc dont on avait déjà parlé dans la capsule où on parle du travail domestique et de cette influenceuse qui a une nanny, c'est-à-dire une femme qui est payée pour être bonne à tout faire tout son travail domestique et tout, qui est issue de l'Ouganda et qu'elle sous-paye. Il y a une vraie question à se poser sur le droit qu'on nous donne, à nous et notamment aux femmes, de pouvoir faire des enfants dans de bonnes conditions. Truc auquel Julien Rochdy ne réfléchit pas. Je rappelle que la perspective que nous donne Julien Rochdy, c'est qu'il n'y a pas de service public de la petite enfance, qu'il y a une privatisation complète de l'école avec des prêtres qui vont aller tripoter nos gosses, et qu'après, quand il faudra leur payer leurs études, ça va être de l'université privée, et donc on va être sur un modèle états-unien où il faut mettre de côté 50, 80, 100, 120 000 euros pour pouvoir payer des études supérieures à nos enfants. Dans un contexte comme ça, où en plus, on n'a pas accès correctement au logement, et je vous rappelle que Julien veut gentiment inciter les banques à nous prêter, mais sans jamais faire quoi que ce soit de coercitif envers eux, ne pense pas à l'accès à la nourriture correcte, etc., ne pense pas à tous les services publics nécessaires à ce qu'on vive heureux. Il y a une vraie question du droit qu'on nous donne à élever nos enfants dans de bonnes conditions. Moi, tu vois, Juju, contrairement à toi, j'ai pas commencé à faire des mômes à 37 ans, donc j'aurais pu avoir une très grande famille. Mais non, mais en plus, il me saoule, lui, il donne des leçons à tout le monde depuis qu'il a eu un gosse. Le mec commence, tu vois, le mec nous donne des leçons de faire des grandes familles, etc. C'est l'archétype du gars qui, du fait de ses engagements professionnels, etc., n'a pas pu commencer à faire d'enfants avant 35 ans. Mais lui, il peut faire des enfants toute sa vie, tu vois, c'est vraiment un truc de position... Ce qui est pas totalement vrai, oui, déjà. Parce que c'est plus facile que chez les femmes. Tu peux faire des enfants plus tard quand t'es un homme que quand t'es une femme. Mais déjà, tu vas passer un certain âge, il y a quand même un risque, notamment génétique et tout, qui est plus important quand tu fais des enfants. Mais en plus, il y a aussi l'andropause qui arrive et on n'est pas fertile jusqu'à 90 ans quand on est un homme. Ça se passe pas exactement comme ça. Mais pour nous, les femmes, par exemple, c'est une vraie question de comment s'organisent nos vies, nos études, nos vies professionnelles, notre possibilité de vivre en couple ou pas, de peut-être aussi difficulté de trouver un mec qu'on supporte parce que parfois le couple hétérosexuel est un lieu de violence et que les jeunes générations de femmes n'ont plus envie de supporter des gars insupportables en fait. Peut-être, Ah ouais, les femmes, c'est toujours elles qui demandent le divorce et tout, soyez moins des merdes. Enfin, si tu veux que je te dise gentiment. Après, on se sépare pas que parce que les gens sont des merdes. Parfois, on se sépare parce qu'on n'a plus les mêmes envies, qu'on n'a plus de sentiments l'un pour l'autre et tout. Enfin, y a plein de raisons pour lesquelles on se sépare qui sont pas de la violence ou du quotidien difficile, mais il y a quand même beaucoup ça. Et moi, personnellement, j'ai commencé à faire des enfants tôt. Moi, j'aurais pu en pondre tous les 18 mois, j'aurais pu en faire 10. Mais j'en ferai pas 10 pour plusieurs raisons. La première, c'est que je n'ai matériellement pas la possibilité de correctement élever beaucoup d'enfants avec la vie que j'ai, c'est-à-dire les nécessités de travail de mon conjoint. Ou alors ça voudrait dire qu'il faudrait soit que j'arrête de travailler, soit que je délègue une énorme partie du travail domestique à d'autres femmes, des femmes plus pauvres, etc., ce dont j'ai pas envie, parce que on n'a plus non plus des structures familiales, on a des très grandes fratries avec la possibilité de se faire aider pour élever les enfants par plein de gens qui sont autour, et qu'on n'a pas non plus les structures collectives de services publics, etc., qui permettent de prendre la suite. Mais aussi, Julien Rochdy, tu le sais peut-être pas, mais parce que c'est difficile en fait d'être enceinte, d'accoucher,
accoucher, etc. Enfin, c'est dur. On a des manières de gérer le postpartum et tout ça qui sont très violentes. Les jeunes parents et particulièrement les jeunes mères sont extrêmement seuls face à leur bébé les premiers mois. Alors toi, tu as eu le confort de pouvoir totalement t'arrêter et d'être à temps plein auprès de ton fils et de ce que je comprends relativement près de ta famille et ou de ta belle famille, etc. Donc ça simplifie les choses, mais plein de gens ne sont pas dans ces contextes-là. Plein de gens en fait. Et au-delà de ça, quand la seule perspective de vie que tu as à donner, c'est de bander sur la grandeur de la France, etc., mais de ne jamais avoir de réponse politique concrète qui donne envie aux gens de se dire mais oui, vas-y, je vais mettre des petits êtres humains dans ce monde et ça va bien se passer, en fait, tu passes complètement à côté du problème et tu te retrouves dans des situations comme la Hongrie, la Pologne, etc., qui sont soi-disant les paradis des conservateurs, hein, tu vois, extrêmement même réactionnaires en réalité, et qui tentent des politiques natalistes extrêmement fortes, d'incitation, de défiscalisation, tout ce que dit Julien Rochdy là. Et en fait, la Hongrie, alors ils ont réussi à faire remonter un peu le taux de natalité, mais je crois qu'ils sont passés de 1,3 à 1,5, tu vois. Enfin, c'est vraiment catastrophe, quoi. Malgré le fait que ça soit Orban au pouvoir depuis extrêmement longtemps et tout. Et je ne te parle même pas du Japon et de la Corée du Sud, paradis du capitalisme, qui sont dans des situations avec des taux de natalité en dessous de 1, 0,66 pour la Corée du Sud. Enfin, c'est des trucs absolument catastrophiques. Et si tu n'arrives pas à faire la corrélation avec les conditions concrètes matérielles de vie sous le capitalisme, et notamment la condition des femmes, Juju, hein, notamment la condition des femmes, mais tu vas en permanence passer à côté du problème. La Pologne, ils ont tenté des trucs, hein, supprimer l'accès à la contraception, etc., comme des zinzins. Ça ne change rien. Les meufs ne veulent pas faire des enfants dans des sociétés patriarcales capitalistes. C'est ça la vérité. Donc, démerdez-vous pour être moins patriarcaux et moins capitalistes, et probablement que ça ira mieux. Tout à fait. J'ai rien à rajouter. Oh là là, mais quelle dinguerie ce Juju. Écoute mon Chris, vraiment ce chapon que tu me donnes à manger là pour ce pré-repas de Noël, il est extrêmement goûtu, certes, mais il est quand même sacrément dense. Et donc, nous allons pouvoir, les amis, vous dire que nous allons faire ce petit chapon en 2 parties. Actuellement, nous avons mangé les suprêmes, nous avons commencé à déguster les marrons glacés, et à la 2e partie, on va commencer à s'attaquer dans le dur. On va même pouvoir aller picorer sur la carcasse. Je sais pas vous, mais moi, c'est vraiment ce que je préfère dans la volaille. Il y aura du solilès de qualité. Ah ouais. Voilà, on va pouvoir saucer la fin et tout. Voilà, le repas va durer longtemps. Pain qui va bien. Ah, ça va être trop bien. Donc, sur ce, les amis, il me reste pour tous à vous souhaiter de joyeuses fêtes. Joyeux Noël à ceux qui fêtent Noël. Bonne fin d'année à tous ceux qui ne fêtent pas Noël. Je vous rappelle que vous pouvez soutenir le travail de notre asso sur le Tipeee que vous voyez juste là. C'est avec ça que ça permet de financer plein de projets. On a des trucs incroyables prévus pour 2026. Donc, n'hésitez pas à nous soutenir si c'est votre souhait. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne. Vous pouvez la partager autour de vous à votre tonton raciste à table à Noël. Dites, mais écoute la pas du team, tu vois. Non, peut-être que ça va pas plaire à votre tonton raciste, je ne sais pas. Faites-le quand même. Oui, tentez, on sait jamais. Vous pouvez vous abonner aux chaînes perso, aux autres chaînes de La Brèche. Vous pouvez aller voir la chaîne On ne veut plus. Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux Insta, Twitter. Et sur ce, on vous dit à demain pour la suite du chapon. À plus tout le monde, salut. Salut.